Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode du Stewart Voyageur. Si c'est le cas, je vous invite dès à présent à vous installer et on va commencer tout de suite. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, mon nom est Sylvain, je suis chef de cabine dans la vie de tous les jours et j'ai créé donc cette chaîne YouTube et ce podcast afin de donner mes conseils à toutes les futures hôtesses de l'air ainsi que stewards, mais également mes conseils en termes de voyage et mes analyses pour tout ce qui concerne le monde de l'aérien. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui est donc la suivante. Est-ce que le low cost long courrier a réellement un avenir ? Est-ce que le low cost long courrier est un modèle économique viable ? Avant de tenter d'y répondre, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent, que ce soit en audio, en vidéo. Mettez des likes, cela fait toujours plaisir et n'hésitez pas évidemment à commenter. Pour commencer à tenter de répondre à cette question, on va faire un petit peu un retour en arrière pour poser la situation des compagnies aériennes low cost long courrier avant la pandémie de Covid-19. Les compagnies aériennes, donc du coup avant la Covid-19, low cost long courrier ont augmenté considérablement, principalement sur le marché transatlantique qui était devenu du coup l'un des marchés les plus concurrentiels. On peut par exemple nommer Norwegian qui opérait de nombreuses lignes au départ de Paris, Londres, Amsterdam, etc. On peut également nommer Level, French Bee. Dans notre mesure, on peut également nommer WOW, qui était donc une compagnie aérienne low cost islandaise. On peut également nommer la compagnie boutique qui, elle, pour son coup, ne faisait que du low cost en, disons, business class, etc., etc. Ainsi, avant la pandémie de Covid-19, le marché long courrier à bas coût représentait à peu près 5% du trafic aérien mondial. Et entre 2017 et 2019, le trafic aérien basé à bas coût sur du long courrier a été multiplié par 2,5. Déjà à l'époque, de nombreux spécialistes se posaient la question à se demander est-ce que réellement le modèle low cost qui fait fureur, qui fonctionne très bien sur du court et moyen courrier est réellement viable sur du long courrier sur une très longue période. Aujourd'hui, la Covid est passée par là, on est encore plus ou moins en crise sanitaire et on a bien vu le résultat au niveau des compagnies sur ce segment. De nombreuses compagnies y ont laissé des plumes, de nombreuses ont tout simplement disparu. Par exemple, Level s'est retiré du marché, WOW n'existe plus, en train de renaître entre guillemets via Play, qui est également une compagnie aérienne islandaise. Norwegian a complètement arrêté le long courrier pour se recentrer sur du court et moyen courrier dans son bassin d'origine dans les pays du Nord, a frôlé la faillite. French Bee, ma foi, a plutôt bien réussi à résister et également, par exemple, la compagnie a également réussi. Mais alors, pourquoi est-ce que tout simplement les compagnies aériennes long courrier à bas coût ne sont pas aussi compétitives que les compagnies aériennes à bas coût, moyen et court courrier telles que Ryanair, EasyJet ou bien encore Vueling? Pour commencer à répondre à cette question, tout simplement, il faut distinguer les vols qui durent moins de 3 heures et plus de 3 heures. Sur des vols qui durent moins de 3 heures, donc c'est à peu près les vols à l'intérieur de l'Union européenne, les compagnies à bas coût peuvent fonctionner tout simplement parce que les passagers qui utilisent leur ligne regardent en premier lieu le prix du billet d'avion. Le critère numéro 1 de leur choix, ça sera le prix, quoi qu'il arrive. Au-delà de 3 heures de vol, à ce moment-là, le premier critère de choix évolue. Le prix passe en second plan, ce qui va passer en premier, ça sera donc le confort
de l'appareil. Et là, forcément, ça joue énormément. Qui dit confort de voyage, de transport, dit forcément augmentation du coût de l'appareil pour le transporteur. Par exemple, comparé à des compagnies telles que Volotea ou Wizz Air, sur un vol long courrier, même si c'est une compagnie à bas coût, le transporteur va devoir équiper son avion en termes par exemple de connectivité Wi-Fi, de proposer des services de divertissement à bord, car autant sur une heure ou deux de vol, on peut se passer d'avoir internet ou bien encore de ne pas regarder un film sur son écran de télévision, autant sur une compagnie à bas coût long courrier, ce n'est pas du tout la même chose. Donc déjà, prime abord, premier élément de réponse, les coûts d'entrée sur ce marché et le coût d'entretien des avions, car forcément les pannes étant plus coûteuses sur ce type d'appareil, forcément la rentabilité sera déjà moindre sur les compagnies low cost long courrier. Deuxième élément de réponse concernant la perte de rentabilité des compagnies long courrier, c'est tout simplement le fait que comparé aux moyens et courts courriers, il est assez compliqué de ne pas atterrir sur un aéroport principal. Bien que sur les compagnies à bas coût, moyen et court courrier, on se rend compte qu'on peut quand même réussir à atterrir sur des aéroports principaux et réussir à générer des bénéfices. Pour les longs courriers, évidemment, c'est encore moins le cas. On peut encore moins se permettre d'atterrir sur des aéroports secondaires. J'imagine mal un 787 atterrir à Beauvais, lâchant 300 ou 400 passagers et les envoyer par bus au centre-ville de Paris. Donc là, forcément, qui dit atterrir sur des aéroports principaux, dit également payer une redevance aéroportuaire plus grande. Et donc cela va également impacter la rentabilité de la compagnie aérienne en question. Comme je viens de vous le dire, forcément déjà de base, tout ce qui est lié à l'avion en lui-même, le coût d'exploitation va être grandement supérieur pour une compagnie à bas coût qui effectue du long courrier par rapport à une compagnie à bas coût qui effectue du moyen et court courrier. Autre élément important à prendre en compte, c'est évidemment le personnel de cabine. On ne parlera pas du salaire qui globalement est à peu près similaire dans les deux cas, mais plutôt dans le fait que le compagnie long courrier se doit, du fait qu'il effectue des vols transatlantiques par exemple, d'avoir un équipage prêt sur place à destination afin de récupérer l'avion et repartir dans l'autre sens sur la base première de l'appareil. Qui dit avoir un équipage sur place dit forcément des frais supplémentaires car il faut nourrir les équipages, il faut également les payer et évidemment payer l'hôtel et tout ce qui va autour. Donc forcément, c'est un coût que les compagnies moyen courrier n'ont pas, tout simplement parce que quand on travaille dans une compagnie à moyen courrier à bas coût, 99% du temps, on rentre à la maison tous les soirs et tous les frais d'hôtel, de restauration n'existent pour dire quasiment pas ou alors vraiment de manière exceptionnelle. Donc ça, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui représente beaucoup d'argent à la fin. Et enfin, dernier élément à prendre en compte, c'est tout simplement la concurrence. Les concurrents, quand je dis concurrents, je parle forcément des compagnies aériennes traditionnelles. Je parle d'Air France, je parle de Lufthansa, de Swiss International ou bien encore de British Airways, ont réussi dans leur cabine en classe économique à revoir leurs tarifs. Et finalement, en réussissant à revoir leurs tarifs, par exemple en donnant le droit d'avoir un seul bagage en soute, par exemple, au lieu de deux, par exemple, ont tout simplement réussi à quasiment aligner leurs tarifs sur les billets d'avion des compagnies aériennes à bas coût. Et là, pour le coup, un passager qui va vouloir faire un transatlantique, par exemple un Paris-New York, même s'il doit payer 50 € de plus pour voyager chez Air France, va réellement réfléchir à la question. Il va se dire, bah écoute, finalement, chez Air France, ça coûte un peu plus cher, mais je vais avoir le droit à un repas à bord compris dans mon billet d'avion. Je vais avoir le droit
à un bagage en soute, etc., etc. Et finalement, mis bout à bout, les compagnies long courrier à bas coût n'ont pas forcément de grands arguments à faire valoir lorsqu'on se retrouve face à des compagnies traditionnelles qui vous combattent sur le prix. Donc pour le coup, finalement, si vous êtes uniquement étudiant, vous n'avez vraiment pas beaucoup de moyens, que vous regardez que le tarif de base et que vous vous collez au tarif de base, à ce moment-là, oui, cela restera toujours rentable, mais les compagnies aériennes traditionnelles, étant donné qu'elles ont réussi à revoir leur modèle économique sur la classe économique, arrivent du coup à concurrencer et à récupérer les voyageurs des compagnies aériennes à bas coût. Et enfin, dernier point concernant les compagnies aériennes traditionnelles, il faut savoir que celles-ci proposent évidemment des vols en correspondance afin que vous puissiez partir par exemple de province, aller sur le hub principal tel que Charles de Gaulle pour ensuite vous faire votre vol transatlantique. Ceci n'existe pas dans les compagnies à bas coût ou alors via un système qu'on dit de self-connecting. Vous devez récupérer vos affaires et ensuite vous réenregistrer pour faire la suite de votre voyage. Et ça, il faut quand même savoir que par exemple à Charles de Gaulle, les vols en correspondance, ça représente tout de même 30% du trafic, ce n'est pas rien. Et forcément, il n'y a quasiment qu'Air France et les compagnies traditionnelles qui le proposent. Autant de passagers que les compagnies à bas coût ne peuvent pas capter. Donc forcément, à la fin, ça fait une grosse perte financière. Mais alors, la question finalement, c'est est-ce que réellement on va réussir à revoir des compagnies aériennes à bas coût, long courrier, continuer, persévérer dans le temps, ou alors est-ce que c'était un épiphénomène dans le monde de l'aérien et qu'au final, ça ne reviendra pas. La question, c'est pas oui, non, ce n'est pas quelque chose d'assez tranché. La réponse sera plutôt un oui. Il y a réellement une part à faire pour ces compagnies aériennes long courrier à bas coût, mais avec un modèle économique, on va dire, un peu différent. Par exemple, pour commencer, il va falloir que ces compagnies revoient leurs tarifs de base. On ne peut pas proposer tout simplement un aller-retour Paris-New York à 180 €. C'est super cool pour les passagers, mais autant dire que ce n'est pas rentable, même en additionnant les frais annexes comme les repas à bord ou les bagages en soute. Remplir un avion ou du moins une partie de l'avion avec un tarif aussi bas, ce n'est pas rentable. Donc forcément, si ces compagnies veulent continuer à exister, on assistera inévitablement à une augmentation des prix. Autre point qui pourrait être à nuancer, c'est le type d'appareil, le type d'avion que ces compagnies peuvent utiliser. On a vu jusqu'à présent, les compagnies ont utilisé du moins principalement des Airbus A330. On en trouve assez facilement sur le marché en leasing ou achat. Les prix, on va dire, sont plutôt intéressants. Ou alors, ces compagnies utilisent des Airbus 350 ou des Boeing Dreamliner 787, des avions dernier cri qui peuvent aller très très loin et qui économisent beaucoup de kérosène. Ces avions-là peuvent être encore utilisés, mais il ne sera pas... il sera plutôt à noter que ces compagnies aériennes auront peut-être tendance à utiliser des avions avec moins de capacité passager, mais qui pourront du coup voyager plus loin et avoir une rentabilité supérieure. En utilisant par exemple des Airbus A321 Long Range qui peuvent faire des longs courriers sans aucun problème. Par exemple, c'est ce que fait à l'heure actuelle toujours la compagnie. Donc, compagnie aérienne basée à Paris qui effectue uniquement du business class à moindre coût. Eux utilisent du 321 Long Range et là forcément ils ont tiré leur épingle du jeu. Et également on voit d'autres compagnies comme JetBlue qui va également opérer des vols transatlantiques, initialement vers Londres. Par la suite ils vont se diriger vers Paris et ils utilisent également des Airbus 321. Et je fais du coup un petit point par rapport à la compagnie qui se nomme la compagnie. Eux également, je pense que c'est un modèle qui peut être viable, par exemple, de faire du business class à moindre coût. Car leur appareil, il faut quand même le noter, est ultra moderne. À l'intérieur, vous avez tout le confort nécessaire d'une classe affaires d'une compagnie aérienne régulière.
et je pense que eux réellement ont quelque chose à faire lorsqu'on voit que leurs tarifs sont 2 à 3 fois moins chers que ce qu'on peut trouver chez leurs concurrents qui font des choses un peu plus régulières. Donc pour conclure sur cet épisode, pour essayer de faire une synthèse de tout ce que je viens vous dire. Alors oui, les longs courriers à bas coût ont subi la crise de plein fouet. De nombreuses n'ont pas survécu. Aujourd'hui, on est en 2021, on voit déjà des nouvelles compagnies arriver sur le marché. Norwegian a disparu et est en train d'être remonté avec une nouvelle compagnie aérienne qui utilisera du coup quasiment les mêmes avions, tout simplement avec un nouveau nom. On voit de nouvelles compagnies aériennes venues d'Atlantique, venues d'Amérique, débarquer en Europe. Donc oui, les compagnies aériennes à bas coût ont réellement un avenir. Néanmoins, si elles veulent persévérer dans le temps, elles devront forcément revoir leurs tarifs à la hausse et peut-être utiliser des avions avec moins de capacité de passagers à bord, mais qui offriront du coup ces avions une meilleure rentabilité car moins de kérosène à la clé et également moins d'entretien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner une nouvelle fois, à faire un commentaire et à mettre un pouce. Je vous souhaite une bonne journée et d'ici là, portez-vous bien.